Bonjour à tous et à toutes. Nous retrouvons là pour les journées portes ouvertes de l'ICEN Brest et on a les journées de l'ICEN Caen en parallèle. Dans ce webinaire, on va parler pendant une bonne demi-heure de ce qu'on fait sur le campus de Brest. Pour m'accompagner durant cette demi-heure, nous avons avec nous plusieurs personnes. Nous avons la chance d'avoir deux étudiantes. Tout d'abord, Faustine, étudiante en troisième année du cycle généraliste. Bonjour Faustine. Bonjour. Bonjour. Solène également, étudiante en troisième année. Bonjour Solène. Bonjour. Nous avons avec nous trois responsables, trois enseignants. Michael Cabon, qui est responsable de la formation humaine, économique et sociale à l'ICEN Brest. Bonjour Vincent. Jean-Pierre Martineau, responsable du cycle ingénieur par apprentissage, qui connaît bien l'ICEN Ouest. Bonjour à tous. Bonjour. Et ensuite, nous avons Christophe Vigneault, responsable des stages à l'ICEN Ouest. Important. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour Christophe. Alors, comment va se dérouler ce webinaire? Je vais solliciter chacun des intervenants pour leur thématique et essayer de voir un petit peu le parcours de nos deux étudiantes. Si vous avez des questions, il y a un chat sur la droite de votre écran. Nous y répondrons. Bon, on tâchera d'y répondre au fil de l'eau. On essaiera d'y répondre normalement par oral. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à n'importe quel moment. De toute façon, nous pourrons y répondre, même si ça n'a pas de lien avec ce qu'on est en train de dire. Ça peut être intéressant d'avoir une réponse en direct. Donc, on va pouvoir commencer immédiatement avec Monsieur Cabon. Est-ce qu'on peut avoir déjà une vue d'ensemble de l'ICEN Ouest, Michael, sur l'ICEN Ouest? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on y fait? L'ICEN, c'est une école d'ingénieurs qui est généraliste avec une forte orientation sur le numérique. Elle est présente sur 4 campus dans le Grand Ouest de la France, Brest, qui est son campus originel, et puis Rennes, Caen et Nantes, qui sont donc les 3 autres campus associés dans cet établissement multisite dans lequel on retrouve 1300 étudiants, une centaine et puis quasiment 250 vacataires au total. Le principe pédagogique de base, c'est celui de considérer que les sciences et le numérique mènent à tout. Et donc, dans l'ensemble des formations qui seront précisées par la suite, on retrouvera un ensemble de fondamentales de matières qui sont scientifiques, les mathématiques, la physique et les sciences de l'ingénieur, et puis des aspects qui sont liés au numérique, soit par usage, soit par destination. Usage quand ce sont des outils numériques qui sont appris par les étudiants, ou destination quand ces outils-là sont utilisés dans un secteur d'activité. On retrouve pour entrer, donc c'est une école post-bac, c'est une école en 5 ans. On y entre généralement après le bac, même s'il y a des possibilités qui sont ouvertes d'y arriver en 3e année ou d'effectuer un cycle par apprentissage où l'arrivée est également en 3e année ou 4e. Mais c'est essentiellement donc une école post-bac. On y vient après avoir passé un bac à orientation scientifique. On évoquera vraisemblablement tout à l'heure la question des options. Quelles options prendre quand on est en première ou terminale pour pouvoir entrer dans une école d'ingénieur. Il y a 3 missions dans l'école. La première mission, c'est de proposer une offre de formation qui soit adaptée aux besoins des étudiants, qui soit en phase avec aujourd'hui les besoins des élèves qui rentrent, à la fois dans les termes pédagogiques et puis dans les matières qui sont utilisées. Il y a aussi un objectif à destination des entreprises. La vocation d'une école d'ingénieurs, c'est de former des professionnels, donc des personnes qui ont des compétences et qui sont en capacité de pouvoir les exprimer au sein d'une entreprise pendant toute leur carrière professionnelle, avec les capacités d'adaptation que ça suppose. Et puis, à côté de cela, et c'est la raison pour laquelle il y a 4 campus sur des territoires qui sont différents dans le Grand Ouest, c'est de répondre aux besoins du bassin d'emploi, du territoire qui est associé. Alors, pour ce faire, 6 cycles d'entrée sont proposés, des cycles d'entrée qui vont du cycle généraliste en sciences d'ingénieur jusqu'à des cycles experts dans le domaine de l'économie, de la biologie, l'agronomie, l'informatique ou l'environnement. Ça, c'est pour entrer, on choisit un cycle. Ces cycles-là durent 3 ans. C'est 3 ans pour choisir, pour savoir
finalement, pour pouvoir appréhender les matières qui sont jugées les plus intéressantes par les étudiants. Et puis en 4e année, ces étudiants vont choisir un domaine professionnel, qui est le domaine de spécialisation dans lequel ils ont envie d'acquérir des compétences à vocation professionnalisante pour pouvoir les exprimer ensuite en entreprise. Tous les domaines professionnels sont accessibles à tous les cycles au cours de ce point de passage qui est la 4e année, qui est l'année de M1 ou de Master 1 si on peut l'appeler ainsi. L'école est reconnue par l'ensemble des organismes qui reconnaissent les écoles d'ingénieurs, notamment la CTI, qui est donc la commission du titre de l'ingénieur, qui valide les programmes de formation et qui valide le fait qu'à l'issue d'un parcours académique de 5 ans à l'ISEN, on obtient un diplôme d'ingénieur français, qui est sans équivalent presque à travers le monde dans les compétences généralistes qui y sont associées et dans la capacité à pouvoir s'adapter au marché de l'emploi. Donc voilà, dressé à gros traits, l'école d'ingénieurs ISEN telle qu'elle est aujourd'hui. C'est une école qui a quasiment 30 ans, pour Brest en tout cas, enfin pour l'ISEN Ouest, et qui frôle les 70 ans pour l'ISEN Lille, qui est l'école de base à partir de laquelle les autres écoles qui sont indépendantes ont su se développer. Donc c'est une école qui a fait ses preuves dans le temps et qui continue à le faire également dans les résultats qu'elle obtient, puisque 98% de nos étudiants ont un emploi dans les 5 mois qui suivent leur diplomation en quelque sorte. 1300 étudiants et 4 campus, 6 cycles experts, 17 domaines professionnels. Voilà pour dresser à gros traits le parcours de l'ISEN, et on va aller dans la précision maintenant au fur et à mesure des questions et des réponses. Oui, très bien. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat, on peut y répondre. Alors, je vais me tourner peut-être vers Jean-Pierre Martineau pour creuser un petit peu plus. On a parlé là de 6 cycles post-bac. 6 cycles post-bac, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on y fait? Est-ce que c'est vraiment différent, ces cycles-là? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, Jean-Pierre? C'est une prépa intégrée, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, toutes ces questions. Alors, en effet, nous avons bâti un programme qui porte sur une grande variété de choix. Nous avons un programme de classe préparatoire. En fait, c'est une formation initiale, comme l'a dit Michael, de 3 ans, pendant laquelle on va bâtir le socle scientifique du futur ingénieur. Donc, ce programme est en grande partie bâti sur le programme des classes préparatoires NPSI, PSI, qui sont des classes préparatoires à concours. La différence, c'est que les nôtres ne préparent pas spécifiquement un concours, mais vont permettre d'entrer dans le cycle ingénieur qui débute en 3e année. Donc, ces 6 cycles sont bâtis à 75% à partir de programmes de maths, de physique, de formation humaine et sociale, de langue vivante. La particularité de ce cycle, c'est aussi d'ajouter à l'école du numérique, c'est-à-dire qu'on va enseigner de toute manière de la programmation informatique et puis ainsi que les réseaux informatiques, parce qu'on pense que le futur ingénieur a besoin de ces compétences-là. Le dernier volet, en fait, consiste à enseigner une dominante qui aura été choisie par l'étudiant, quelle que soit son origine. Et à ce moment-là, on a ce qu'on appelle le cycle informatique et réseau, le cycle biologie, sciences et technologies, le cycle économie numérique et technologie, le cycle environnement, sciences et technologies, et enfin le cycle biologie, agronomie, sciences et technologies. Ces 6 cycles doivent permettre à n'importe quel étudiant intéressé par les sciences et le numérique d'intégrer une de ces thématiques et de développer en parallèle de son socle d'ingénieur une thématique qui lui plaît. C'est une sorte de thématique de cœur. Et comme ça a été dit tout à l'heure, quel que soit ce choix, l'élève pourra en fin de 3e année choisir le domaine professionnel, donc l'option ou la spécialisation qu'il souhaite. Alors qu'on comprenne bien ces 6 cycles post-bac, il y a un tronc commun, c'est ça? Et ensuite, ça. 75% de la formation est commune et basée sur un programme de classe préparatoire scientifique habituel. Très bien, donc ça permet aux étudiants qui souhaitent approfondir dès la première année, en fait, une des matières, c'est ça, de pouvoir le faire sans se brider non plus. C'est ça, et surtout aller vers un enseignement qui est un enseignement de cœur, j'allais dire, tout en renforçant ses compétences en sciences fondamentales. D'accord. On a souvent la question de prépa intégrée, prépa classique, la différence.
Alors, les prépas classiques, évidemment, ce sont 2 années assez difficiles pendant lesquelles les élèves préparent un concours sans avoir disons de connaissance de l'issue de ces 2 années. À l'intérieur de notre école, c'est un petit peu différent. Le programme est aussi un programme de classe préparatoire, mais les élèves ont, dans le cadre d'une réussite de la formation, bien sûr, ont l'assurance de pouvoir poursuivre dans la formation d'ingénieur. Très bien. Alors, Mickaël Cabon, j'aimerais bien revenir vers vous à présent sur, en ce qui concerne la vie du campus. Alors, on a parlé, il y avait environ 1000 étudiants sur le campus de Brest. Il y a aussi une vie associative forte via les clubs, les associations. Puis il y a de la FHS, c'est quelque chose d'important également, la FHS, formation humaine et sociale. Qu'est-ce qu'on peut en dire à ce sujet sur le campus de Brest ? On peut en dire plein de choses. On n'aurait pas assez de temps pour décrire l'ensemble des activités de la formation humaine, économique et sociale qui est proposée sur l'ensemble des campus. Les programmes sont les mêmes. Là, on va parler de Brest. Je vais parler de Brest, mais les programmes sont les mêmes à Rennes, à Caen, à Nantes sur les points fondamentaux. Donc, on peut éventuellement même imaginer passer d'un campus à l'autre au cours de sa scolarité. La formation humaine, économique et sociale, elle a vocation à prendre en considération l'individu. Autant il y a des savoirs, Jean-Pierre Martineau en a parlé tout à l'heure, sur les mathématiques, les sciences de l'ingénieur, les matières de spécialisation par la suite en intelligence artificielle, génie logiciel, technologie biomédicale et plein d'autres possibilités qui sont en lien avec des secteurs d'activité ou des métiers qu'on peut retrouver dans les entreprises. Autant il y a la question chez les ingénieurs, c'est aussi celle des savoir-être, la capacité à montrer son potentiel, à travailler en équipe, à faire preuve d'esprit de responsabilité. Donc la formation humaine, économique et sociale qui représente à peu près 20%, enfin presque un quart des enseignements, puisqu'on a la chance d'avoir les étudiants de la première à la 5e année dans ce type de discipline, va avoir pour objectif de former des ingénieurs ingénieux qui sont en capacité donc de répondre concrètement à des problématiques ou des problèmes qui leur sont posés. Ça, c'est le premier point. Mais aussi des citoyens qui ont vocation, parce que nos étudiants par définition, sont des adultes et ont plus de 18 ans, donc sont des citoyens à part entière, et que le lien entre science et société, la question du progrès, par exemple, est quelque chose, de l'éthique, est abordée dans ces cours. Et puis, on forme, en tout cas, on a affaire à des êtres humains. On voit plus les étudiants, globalement, que les parents de ces étudiants qui confient une part de leur éducation, la finalisation d'une partie de leur éducation à une équipe enseignante. Et donc, on forme aussi des êtres humains et on vise à ce qu'ils soient les plus épanouis possibles. Et donc, ça suppose une singularité dans les enseignements et un accompagnement qui est individuel. Pour les objectifs, dans le principe, ça revêt 3 types d'activités différentes. Il y a évidemment les cours, puisque même dans le domaine de la formation humaine, économique et sociale, il y a des savoirs sur l'économie, sur la géopolitique, sur la culture générale, sur la communication, le français, etc. Il y a des savoirs qui sont de l'ordre de la compétence et qui sont donc évaluables. Et puis, donc ces cours-là, on les retrouve avec 3 dimensions particulières. Sur les 2 premières années, on retrouve les fondamentaux de la communication, de la gestion de projet à vocation managériale, et puis sur les fondamentaux de la culture générale qu'on s'attend à avoir chez un ingénieur. Donc ça, c'est sur les 2 premières années, c'est ça nos objectifs. Sur la 3e année, on est dans une année d'ouverture sur la connaissance du monde contemporain, une ouverture aussi à des enseignements comme l'économie, la géopolitique ou l'éthique, qui sont un peu particuliers. C'est-à-dire ça s'éloigne un peu du monde de l'ingénierie pour prendre de la hauteur, pour ensuite, et donc là on est dans une démarche d'acquisition des connaissances, donc fondamentaux pendant 2 ans, acquisition de connaissances et ouverture sur le monde et des enjeux du monde contemporain que l'ingénieur aura à résoudre en 3e année. Et puis en 4e et 5e année, comme les enseignements techniques en domaine professionnel, comme les stages, on revient sur l'idée de l'individu et de son insertion professionnelle. Et donc, tous les cours en formation humaine, économique et sociale en 4e et 5e année ont pour vocation à permettre à l'étudiant de se repérer dans le monde professionnel à venir. Donc, c'est lui et le monde professionnel, dans un premier temps, en 4e année, avec des réflexions autour des valeurs qui sont les siennes, les valeurs des entreprises, sur la prise en considération des outils aussi pour favoriser cette insertion professionnelle, sur la préparation aux entretiens. Et puis,
au fur et à mesure de ces 2 années-là, on passe à l'entreprise et moi, c'est-à-dire comment je peux apprendre des choses qui me sont utiles en entreprise, soit dans le stage que je vais réaliser en 4e année, soit dans l'alternance qui va être la mienne en 5e année. Donc ça, c'est pour les aspects courts qui sont organisés sur 2 années de fondamentaux, une année d'ouverture forte des connaissances, avec de la cartographie des controverses, par exemple, et puis 2 autres années où on revient sur le monde du travail et moi, comment je me positionne sur celui-ci et comment je prends des décisions qui vont avoir un impact sur la trajectoire de vie qui va être la mienne. Donc ça, c'est pour la partie courte. On a une deuxième partie qui sont des stages. Christophe Vigneault en reparlera tout à l'heure, puisqu'il y a des stages à toutes les années du parcours au sein de l'ISEN. C'est valable pour beaucoup d'écoles d'ingénieurs. Et nous, on est resté dans les fondamentaux qui font la particularité aussi et l'expertise d'un ingénieur aujourd'hui en France. Donc, une partie de ces stages sont organisés, supervisés par la formation humaine, économique et sociale. Ce sont les stages des 2 premières années. Donc, entre la première et les 2e années, il y a un stage dit associatif qui dure 15 jours et qui a vocation à être un premier élément où l'étudiant se met au service d'un groupe et a vocation à le diriger. On reviendra sur les stages peut-être tout à l'heure en détail avec Christophe Vigneault. Parfait. Et donc, il y a aussi le stage ouvrier. Et puis, le 3e point, ce sont les activités associatives ou les activités de club. Le monde étudiant, le monde de l'enseignement supérieur, ce ne sont pas que des cours, c'est aussi la capacité ou la possibilité de se révéler à soi-même. Donc, par ces activités club qui représentent quasiment 120 heures au total sur les 3 premières années de la formation, principalement en 2e et 3e année. Là, Faustine et Solène nous en diront un mot tout à l'heure, qui sont des activités obligatoires pour l'ensemble des étudiants, qui représentent, et pour eux la possibilité de gérer un budget, de mener des projets, de travailler en équipe et de pouvoir donner aux autres, c'est-à-dire pas forcément à eux-mêmes, mais aux autres, des activités, des soutiens scolaires, des actions de solidarité ou d'organisation de la vie du campus. Une vie du campus qui est particulièrement riche. Alors, pas forcément en ce moment, parce qu'une partie des cours a lieu à distance, mais même, ça a été une contrainte, et parce que nos élèves ingénieurs sont ingénieux, ils ont réussi à renverser un peu la tendance. Il y a encore des activités qui sont proposées, malgré cette contrainte. Et je crois que c'est un point fondamental dans la vie d'un étudiant que de pouvoir avoir ce lien, qui est un lien trans-année, qui dépasse les années, parce que nos classes sont relativement cloisonnées, elles sont petites, c'est un avantage, une vingtaine d'étudiants par classe dans les premières années, moins quand il s'agit de travaux pratiques encore, mais c'est souvent par cycle, c'est par cycle. En CGSI, on est en cours de maths, en CGSI, pareil en CENT ou en BIOS, tandis que dans les clubs, les équipes se mélangent. Bon, quelqu'un de 3e année comme Faustine va pouvoir rencontrer des personnes de 4e année ou de 2e année dans des cycles qui sont pas tout à fait les mêmes, et ça permet de pouvoir créer aussi ces premiers réseaux, des premiers réseaux amicaux, parce que c'est évidemment quelque chose d'important la vie sociale, mais futurs réseaux professionnels aussi par la suite. Alors, très bien. Justement, Faustine, on parlait de toi. Je crois que tu fais partie d'un club. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, déjà sur ton parcours, tu es en 3e année, c'est ça? Alors oui, je suis en 3e année en CGSI, donc généraliste. Moi, j'ai fait une terminale S. J'ai passé le concours puissance alpha pour arriver à l'ISEN. Donc, je suis au BDS, le bureau des sports. Personnellement, je suis responsable coach. Donc, mon travail, c'est de gérer les coachs qui sont des étudiants de l'ISEN qui encadrent des sports, et ainsi que les présences obligatoires en année 1 et 2 au sport. Et voilà pour mon travail au BDS. Et comment, alors, tu es en 3e année, comme on l'a évoqué en premier lieu, on avait ce découpage de 3 ans plus 2 ans. Alors, on sait qu'à la fin de la 3e année, tu vas devoir t'orienter vers un domaine professionnel. Est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu veux faire? Je rappelle, il y a 17 domaines professionnels qui sont ouverts en fin de 3e année. Alors moi, j'avais une préférence plutôt pour la robotique ou encore l'intelligence artificielle, parce que en année 1 et 2, j'ai remarqué que j'avais une préférence pour des facilités en Python, qui est un codage, et cette année, le langage C qui me plaît beaucoup. D'accord, donc ce sont des choses que tu ne connaissais pas avant d'arriver à l'ISEN, effectivement. Complètement nouveau, j'ai découvert ça et ça m'a beaucoup plu. D'accord, très bien.
Très bien. On a quelques questions. On peut faire un petit stop sur les questions avant d'enchaîner avec sur les stages. On a Karine Martin qui nous demande quelle est l'ouverture internationale à l'ISEN. Alors là, je vais peut-être me tourner vers Mickaël Cabon éventuellement, qui peut nous en dire un petit peu plus en 2 mots, parce qu'il y a beaucoup de questions qui risquent d'y avoir. Mickaël? Oui, alors en Pour 2 mots ou un peu l'international, plus quand même en 3 que 2 mots. mots, pour pouvoir être diplômé de l'ISEN, il faut réaliser un parcours à l'international de minimum 3 mois. Donc ça, c'est le minimum qui est proposé. À l'intérieur de l'école, on a des cycles qui ont des enseignements majoritairement en anglais. Donc on peut choisir des parcours où il va y avoir quasiment 50% des cours, voire plus même en anglais. C'est le cas en particulier en 5e année et en 2e année, et en 1re et 2e année de cycle économie numérique et technologie, puis dans la majeure ingénieur de projet d'affaires, et en BIOST aussi, il y a des cours en anglais, des cours techniques en anglais. Il y a la possibilité de faire des LV2, il y en a 7 qui sont aujourd'hui proposés, qui sont généralement facultatives, sauf pour un cycle où c'est obligatoire. Donc ça, c'est une partie de l'ouverture internationale. Et puis à côté de ça, il y a des stages qui peuvent être réalisés à l'étranger et qui sont réalisés à l'étranger en 4e année. Je laisse Christophe en parler tout à l'heure. Ou des accords avec des universités étrangères qui permettent d'aller passer une partie de son parcours à l'étranger. Alors c'est notamment dans les pays qui ont beaucoup d'intérêt ces dernières années pour les étudiants. On retrouve le Canada, on retrouve également les pays d'Asie avec la Chine ou bien la Malaisie. Et puis voilà, en quelques mots sur l'ouverture à l'international de l'école. Il y a l'obligation de passer également le TOEIC et d'avoir un niveau de langue en TOEIC qui est équivalent à celui du B2 pour pouvoir être diplômé de l'ISEN. Donc parmi les 4 conditions de diplôme pour l'ISEN, il y en a 2 qui concernent l'international: parcours à l'étranger, 3 mois à l'étranger pendant ses 5 années de l'ISEN, et l'obtention d'un niveau en anglais avec un TOEIC niveau B2. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'on peut dire à Karine, si vraiment l'international, c'est quelque chose de vraiment important? On a donc le cycle économie numérique et technologie qui est très axé sur l'international. On a un webinaire à 15 heures pour en savoir plus à ce sujet, si c'est vraiment la partie internationale des études d'ingénieurs qui l'intéresse. On avait également une question de Baptiste qui pose une question courte et directe. Le concours est-il maintenu pour 2021? Alors je me tourne vers Jean-Pierre Martineau. Comment ça se passe? Alors, faut pas oublier qu'on a quelques élèves de première aussi avec nous, donc qui eux auront la version normale, je dirais. Et quels sont les aménagements donc pour Oui, donc cette année étant une année un peu exceptionnelle avec le Covid, il a été décidé d'annuler les épreuves écrites. Donc le concours est maintenu et il va être jugé sur la base des bulletins scolaires de première et de terminale. Donc les 3 bulletins scolaires de première et les 2 de terminale, les 2 premiers. Et puis, en fait, il faut comprendre que l'évaluation, elle sera faite pour 60% de manière commune à l'ensemble des écoles du concours Puissance Alpha, et pour 40% par l'établissement d'accueil, et ce qui fait que la pondération des matières sera différente probablement au niveau des écoles, notamment suivant le cycle que vous allez choisir. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Est-ce que ça répond à la question, je pense? On t'entend pas, Vincent. Pardon. Si Baptiste a eu la réponse adéquate, c'est parfait. Bon, ok Baptiste. On va peut-être pouvoir prendre la question de Mathéo, toujours avec Jean-Pierre Martineau. La prépa de Brest, c'est donc une prépa maison spécifique à l'ISEN, ou y a-t-il des étudiants qui préparent des concours pour rentrer dans d'autres écoles? Et est-ce une prépa sécurisée? Une question longue, mais... 2 classes de prépa classiques, NPSI, PSI, qui peuvent permettre aux élèves de passer les concours. Pour les autres, ce sont des prépas intégrées, donc adaptées, qui se basent sur un programme de classe préparatoire classique, mais auquel on a ajouté une variante dans les dominantes qui ont été présentées tout à l'heure, c'est-à-dire la biologie, l'informatique et réseau, l'économie et j'en passe. Voilà la petite différence. Donc ceux qui choisissent le cycle généraliste peuvent passer les concours, sont préparés pour ça. Le programme de MPSI, PSI de l'éducation nationale est parfaitement suivi. Pour les autres, c'est un petit peu différent. Voilà ce que je peux dire en 2 mots.
On t'entend pas, Vincent. Voilà, c'est mieux comme ça. Mathéo, j'espère que ça a répondu à ta question. Sinon, tu peux le signaler dans le chat. On va maintenant s'intéresser au stage avec Christophe Vigneault. C'est une partie importante de la formation de nos étudiants, les stages. Comme on l'a dit, il y en a tout au long du parcours. Ça représente quel volume et quelles sont les typologies de stages qu'on peut avoir? Eh bien, effectivement, les stages en entreprise font partie de la vie des étudiants tout au long de leur scolarité, puisque cela s'étale de la première année jusqu'à la 5e année. Alors, effectivement, en première année, il y a juste 2 semaines qui sont réalisées pendant l'été, qu'on appelle un stage associatif. Puis, en seconde année, il y a 3 semaines, du coup, à réaliser et qui est un stage ouvrier. Et ces stages de première et deuxième année sont plutôt pilotés par la partie FHS de l'école, et donc Michael Cabon nous en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Mais ensuite, effectivement, on a 2 autres stages importants qui sont réalisés, qui se déroulent en fait en 4e et 5e année, sachant qu'en fait, dans la scolarité, on demande aux étudiants de pouvoir réaliser au moins 10 mois d'expérience en entreprise, ce qui représente quand même un volume assez important. Et donc, ces 10 mois, mis à part les 2 semaines et 3 semaines en première année, en fait, ça s'étale principalement en 4e année où ils ont un stage de 3 à 4 mois à réaliser et qui, à ce moment-là, est un stage qui est technique. Donc, en fait, un stage technique, ça nécessite de réaliser quelque chose au sein d'une entreprise. Et ensuite, ils ont la possibilité, enfin, ils ont plus que la possibilité, ils doivent réaliser en 5e année un stage de 6 mois dans le domaine professionnel qui est le leur, sachant également qu'en général, on a quand même 90% de nos étudiants qui, en 5e année, réalisent une alternance, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois en entreprise et à l'école, et le stage s'inscrit dans la deuxième partie de cette alternance. Il faut noter également que les stagiaires ont la possibilité de réaliser un stage à l'étranger. D'ailleurs, on a un pourcentage d'étudiants en 4e année assez important qui réalisent leur stage à l'étranger. Et comme l'a dit Michael Cabon tout à l'heure, effectivement, les pays d'accueil se retrouvent un petit peu de part et d'autre de la planète. Alors évidemment, il y a une partie importante en Europe qui sont l'Espagne, la Belgique, l'Allemagne. Mais on retrouve également des pays comme la Malaisie, le Québec, certains vont en Australie. Donc, effectivement, nos étudiants arrivent à se déployer un petit peu partout de par le monde. Alors, sachant que l'objectif, qui est un des objectifs principaux de ces stages-là, c'est de permettre aux étudiants de mettre en application les compétences techniques qu'ils ont acquises tout au long de leur scolarité, mais également de se confronter au monde de l'entreprise, de voir également que leurs compétences humaines sont importantes. Et justement, on a un pôle FHS qui est très élaboré à l'école, qui permet justement de les mettre, de leur apprendre à comprendre un petit peu quels sont les éléments importants à voir en entreprise. Donc voilà un petit peu un tableau de ce qui se passe au niveau des stages en entreprise, sachant que chaque stage nécessite une évaluation à la suite du stage qui se déroule en 3 parties. En fait, il y a une évaluation qui est réalisée par l'entreprise. On leur demande de rédiger un rapport de stage et également, ils ont une soutenance à présenter devant un jury qui est composé de tuteurs qui sont académiques, donc des professeurs de l'école, mais également des tuteurs industriels. Voilà, en gros. Très bien. Alors, j'en profite de rester avec vous, Christophe Vigneault, pour répondre à la question de Oriane qui demande si le niveau en informatique est important pour entrer en école d'ingénieur. Alors, je rappelle, en fait, vous êtes aussi enseignant en cycle informatique et réseau, notamment, entre autres. Tout à fait. Alors, spécifiquement sur le cycle informatique et réseau ou n'importe quel des cycles, est-ce que c'est important d'avoir fait de l'informatique ou pas? Alors, en fait, comme l'a précisé M. Martineau tout à l'heure, on a différents cycles à l'école qui existent, dont le cycle informatique et réseau. Et ce cycle-là, je ne vais pas dire qu'il est spécialisé pour ceux qui sont super forts en informatique, mais en général, c'est un cycle qui est choisi par des jeunes qui ont déjà une appétence
à l'informatique. Néanmoins, il arrive qu'on ait des jeunes étudiants qui viennent, qui n'ont pas fait trop d'informatique auparavant, juste ce qui est fait durant les études, mais qui ont ce goût. Et il n'y a pas de souci pour pouvoir s'intégrer dans cette filière. Par contre, dans les autres filières, l'informatique est un pôle qui est enseigné tout au long de la vie de l'étudiant, mais il n'est pas nécessaire de connaître l'informatique pour pouvoir s'intégrer. C'est quelque chose qui est appris au fur et à mesure. Je pense que c'est le cas de Faustine, qui nous a indiqué tout à l'heure son parcours et qui, jusqu'à présent, me semble-t-il, n'avait pas fait jusqu'en terminale trop d'informatique, mais qui a découvert l'informatique au cours de ces 2 premières années et qui a pris goût. Donc, il n'y a pas d'obligation de connaître fortement l'informatique pour pouvoir intégrer l'ISANE. Oui. Comme c'est souvent le cas. Alors, on va peut-être s'intéresser à Solène. Solène, tu es en 3e année également de cycle généraliste. Tu nous viens d'une terminale S également, c'est ça, scientifique? Toi, Oui, c'est tu ça. voulais venir en école d'ingénieur d'informatique ou pas du tout? Ou qu'est-ce qui t'intéressait dans l'école d'ingénieur? Je voulais être ingénieure en Ah, soi parce que je voulais être ingénieure de base parce que ça m'intéressait comme métier. Et ensuite, l'aspect informatique, ça m'intéressait, mais c'était pas ce qui m'a poussée vers les zen. Mais après, genre j'aime bien comme Faustine, j'ai appris le Python et langage et ça m'a intéressé et ça m'a plu. Et après, c'est aussi parce que l'informatique, c'est déjà ingénieur, c'est assez porteur, mais en plus dans le numérique, c'est bien porteur et ça m'intéressait. Plus ça offre pas mal de possibilités de métier après. d'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ce que vous faites en cycle généraliste? Parce que là, on parle d'informatique, mais c'est pas la majorité de tes enseignements en cycle généraliste. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe? En cycle préparatoire ou en année 3? Non, durant tout le cycle généraliste, de la première année, en fait, si je suis lycéen et que je souhaite venir en cycle généraliste, à quoi je dois m'attendre? À beaucoup de maths, de physique, d'informatique? Ça dépend des filières, je pense, mais en tout cas, dans ma filière en CGSI, c'était beaucoup de maths, de physique et de sciences de l'ingénieur. Parce que c'est comme les filières MPSI ou PCSI en cycle préparatoire classique. Et en soi, on avait donc ces 3 matières-là qui étaient les 3 matières principales. Mais on avait aussi donc la FHS qui nous apprend à travailler en équipe, à faire autre chose que des sciences. Et ensuite, on avait l'informatique et qui était aussi liée à l'informatique, le réseau. Et l'anglais, la LV2 si on voulait. Et je crois que c'est tout comme matière qu'on avait. Et après aussi, si les étudiants connaissent l'école, c'est comme en cycle préparatoire classique, on a l'école du soir, enfin 2 fois par semaine, qui sont souvent principalement sur les maths et la physique et l'anglais en première année. Et en 2e année, c'est les 3 aussi, donc anglais, maths et physique. Mais on a aussi la SI en plus. Et on a donc aussi les DS du samedi matin de 8h à midi, donc 4 heures de DS tous les samedis matins, à part une fois entre 2 vacances. Voilà. Très bien. Alors ça, on précise bien, c'est pour le cycle généraliste, hein. Les autres cycles, il n'y a pas forcément, il n'y a pas de colle pour les autres cycles. Les modalités sont un petit peu différentes. Est-ce que juste en 3e année, par contre, vous avez un tronc commun qui est beaucoup plus fort avec les autres cycles? Donc tous les cycles se regroupent autour de certaines matières. On commence le cycle ingénieur. Est-ce que toi, tu as vu une différence justement dans les enseignements? Oui, quand on rentre en cycle préparatoire, c'est un peu comme le lycée, on a des cours de maths, on fait tout ce qui est cours et exercices en même temps. On a les TP comme on pouvait avoir en terminale S avec la physique ou la SVT. Mais en 3e année, c'est plus comme la fac avec des cours d'amphi en fait et des TD à côté pour faire les exercices et appliquer le cours. Donc c'est un peu une méthode différente de travailler, mais après on s'y fait assez vite. Et on a aussi Très des bien. nouvelles matières. Très bien. On a alors
On a une question qui vient de tomber dans le chat de la part de Lucas. Et là, je vais me tourner vers Jean-Pierre Martineau parce que ça concerne l'apprentissage. Justement, on a deux types d'alternance possibles à l'ISEN, le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Lucas pose la question spécifiquement pour avoir des renseignements sur la formation ingénieur par apprentissage en partenariat avec l'IT2I Bretagne. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Ça tombe bien, Monsieur Martineau, vous êtes le responsable de ce cycle. Eh oui. Alors en fait, comme tu l'as dit, Vincent, il y a deux types d'alternance à l'école. Il y a une alternance sous forme de contrat de professionnalisation pour les élèves qui sont en 5e année. Et c'est quelque chose pour lequel on a un vrai attachement parce que ça forme parfaitement les jeunes à intégrer la vie professionnelle. Donc l'alternance, c'est quelque chose pour nous de très très positif. Donc ça dure qu'une année et ça a plusieurs avantages. Outre celui de former les jeunes, ça a aussi l'avantage pour les familles de ne pas avoir de frais de scolarité et que le jeune a un salaire. Ça, c'est pour la dernière année en général. Après, pour l'apprentissage en soi, la formation dont je suis responsable, c'est une formation sur 3 ans pour laquelle on intègre des jeunes qui ont un diplôme de niveau Bac+2 et qui, pendant 3 ans, vont avoir une formation par alternance en entreprise. Donc, ils ont un contrat d'apprentissage. Et pendant ces 3 années, on les forme de la même manière que les autres, c'est-à-dire qu'ils ont des domaines professionnels assez variés à choisir et qui leur permettent à eux aussi d'avoir le diplôme comme les autres. Les exigences à l'international sont un peu les mêmes, un petit peu réduites en ce qui concerne l'expérience internationale parce qu'il n'est pas facile d'envoyer un jeune qui est sous contrat dans une entreprise à l'étranger, mais nous y travaillons. Et voilà un petit peu ce que je peux dire sur ce profil-là. Ok, très bien. Est-ce que, alors j'espère que ça répond à la question de Lucas. Il y a une question de Mathéo. Alors on peut peut-être rester avec vous, Jean-Pierre, pour la mobilité au sein des ISEN. Alors j'espère que je comprends bien la question. Je pense que la question de Mathéo, c'est de savoir si on peut commencer à Brest et aller à Nantes ou commencer à Rennes. Et, voilà. Alors il y a des mobilités même un peu plus importantes possibles, mais finalement assez rares. La première, effectivement, c'est au sein d'INCREA Ouest, les élèves peuvent demander à passer d'une ville à l'autre, en quelque sorte, au fur et à mesure des années, en sachant que ce qu'on préconise quand même, c'est que les élèves complètent un cycle. C'est-à-dire que vous avez compris que la formation, elle est basée sur 3 années de cycle, puis 2 années de domaine professionnel. Et donc, l'idéal étant de faire 3 années sur un site et éventuellement 2 années ailleurs. On peut aussi imaginer ce genre de mobilité avec, par exemple, l'ISEN Méditerranée, avec lesquels nous travaillons, ce qui fait qu'un élève qui aurait fait 3 années à Brest peut envisager d'aller dans un domaine professionnel dans le sud de la France. Bon, ça reste très marginal parce qu'il n'y a pas vraiment de demande. Les élèves sont plutôt heureux d'être à Brest, mais voilà, ce sont des possibilités en effet. Alors, très bien. On a une question qui est à destination directe de Mickaël Cabon, de la part de May, qui souhaiterait avoir des informations sur le double diplôme avec les business schools. Est-ce qu'on peut en avoir un petit descriptif, Mickaël, s'il vous plaît? Tout à fait. Les doubles diplômes avec des écoles de commerce sont proposés dans les dernières années de la scolarité, donc en 4e année. Il y a plusieurs possibilités de le faire. 40% à peu près des ingénieurs ont un double diplôme équivalent à un deuxième diplôme équivalent à leur niveau d'ingénieur, donc équivalent à Bac+5. Ils peuvent l'avoir au cours de leur carrière professionnelle. Ça arrive souvent de reconstituer, de reprendre ses études. Ça peut avoir lieu tout de suite après la sortie de l'école d'ingénieur ou ça peut avoir lieu intégré dans le cadre d'un cursus. Donc, ce que nous, on appelle l'année de césure sont ces années qui sont proposées entre la 4e et la 5e année où l'étudiant ou étudiante interrompt ses études à l'ISEN
va dans une école de commerce suivre une partie de son parcours et revient à l'école terminer son parcours d'ingénieur, ce qui lui permet de valider 2 niveaux de diplôme Bac+5, le diplôme d'ingénieur et puis le diplôme en école de commerce. Ça fait à peu près 20 ans qu'on organise et qu'on a ces années de césure qui sont proposées aux étudiants. On a plusieurs écoles qui sont proposées, l'école de Brest, l'école de commerce de Rennes, celle de Nantes, au Dentia, et puis Kedge sur les campus de Bordeaux et de Marseille. Et particularité qui est plus récente, c'est la possibilité de faire un parcours en école de commerce, d'avoir un diplôme d'école de commerce, tout en restant à l'ISEN, donc en 5 ans, dans l'option IT Business Management ou ingénieur de projet et d'affaires, qui permet, sur la base de cours qui sont équivalents à ceux qui sont donnés au sein de Rennes School of Business pour cette spécialité, donc d'obtenir le diplôme de cette école de commerce, en plus du diplôme d'ingénieur, tout en restant donc, pendant 5 ans au sein de l'ISEN. Très bien. On avait une question sur les sportifs de haut niveau, Michael Cabon. Alors j'ai répondu un petit peu déjà à Virginie dans le chat. Je sais que vous êtes très sportif, donc la question vous est dédiée. On accueille des sportifs. Ça devient un sport, hein, donc tout est possible. Les sportifs de haut niveau, oui, alors c'est d'une part, l'école a une convention qui permet d'accueillir des sportifs de haut niveau et de faire en sorte que les parcours académiques soient adaptés au calendrier du sport en question. Alors, il faut vraiment être un sportif de haut niveau, c'est-à-dire être reconnu par ce fait-là par sa fédération sportive. On a actuellement un coureur cycliste semi-professionnel, professionnel qui est étudiant, enfin qui va être diplômé de l'école cette année, qui donc a effectué le Tour de France cette année, qui a eu un aménagement assez important de sa scolarité, ce qui ne l'empêche pas d'avoir les compétences pour être ingénieur. C'est-à-dire que ce sont des aménagements, ce ne sont pas des dispenses. On ne peut pas compenser par le sport ce qu'on n'aurait pas dans le niveau académique. Et on a une personne, une ancienne étudiante de l'école qui devrait représenter la France aux Jeux Olympiques de Tokyo l'année prochaine en matière de voile. Donc on a beaucoup de personnes autour de la voile, la planche à voile, on en a eu aussi dans un gymnastique ou le football. Donc ce sont des aménagements horaires généralement qui sont proposés ou des étalements de scolarité, une année en 2 ans par exemple, pour permettre d'être en phase avec le calendrier du sport et les exigences de celui-ci en fonction du niveau. Voilà, donc aux Jeux Olympiques, on aura notre ancienne étudiante Aloïse Retornaz, hein, c'est ça qui représentera la France en dériveur, et on mise beaucoup sur un étudiant actuellement qui est Clément Bourgeois en planche à voile sur le nouveau support. Donc on aura donc effectivement on a beaucoup de SHN au sein de l'ISEN. Donc bienvenue à Virginie si vous êtes sportif de haut niveau. Alors Lucas a une question particulière pour l'apprentissage. Je crois qu'il y a eu une petite mésentente sur les termes. Alors est-ce qu'on pourrait repréciser, Jean-Pierre Martineau, parce que Lucas demande si le cycle économie numérique et technologie peut être réalisé en apprentissage. Oui, alors je complète, puisque ça n'a pas été clair, semble-t-il. J'ai bien dit qu'on recrutait pour l'apprentissage des élèves qui ont un diplôme de niveau Bac+2. Or, le cycle économie numérique et technologie débute en post-bac et donc n'est pas compatible avec cette formation par apprentissage. Le cycle économie numérique et technologie peut amener l'étudiant à poursuivre après dans le domaine des écoles de commerce qui ont été évoquées par Michael Cabon, et qui peut éventuellement se terminer par un contrat de professionnalisation en dernière année. Voilà ce qui peut être fait avec ce cycle-là. Pour l'autre voie, il faut choisir une formation plutôt de type DUT, où nous intégrons aussi, nous avons des partenariats pour les lycéens qui le souhaitent, avec ce qu'on appelle les BTS prépa, c'est-à-dire que nous préparons les élèves à entrer dans notre filière par apprentissage en accompagnant certaines classes de BTS et en ajoutant des heures de formation sur des matières fondamentales telles que les maths, l'informatique, l'anglais, et ainsi nous les amenons progressivement à cette formation par apprentissage. Voilà les deux options, donc j'espère avoir précisé cette question. Voilà, l'ambiguïté était peut-être sur le contrat de professionnalisation qui lui a lieu en dernière année, donc vraiment à la toute fin des études, en 5e année. Et là, effectivement, c'est ouvert à quel que soit le parcours qu'ont réalisé les étudiants.
voilà, ils peuvent accéder à ce contrat de professionnalisation. Alors, on arrive à la fin de ce webinaire, donc on va plus pouvoir prendre de questions. En tout cas, merci mesdames, merci messieurs d'avoir pu participer. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vous retrouve, si vous le souhaitez, dans un des webinaires à suivre sur voilà, toute l'après-midi sur les différentes pages. Je vais également indiquer dans le chat les numéros de téléphone des personnes que vous pouvez contacter, de la personne que vous pouvez contacter sur Brest pour discuter avec un des responsables des cycles en particulier, individuellement. Vous pouvez prendre rendez-vous avec eux toute la journée, si vous le souhaitez. Donc, je vais laisser le numéro dans le chat. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne journée Merci, à vous. Vincent. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir, bonne journée.